Contes et légendes des mille et une nuits. Le coffre volant. En toute une vie de labeur, un marchand de Surat avait accumulé de grandes richesses. Richesses qu'après sa mort, comme c'est souvent le cas, son fils unique, Malek, s'empressa de dilapider en fêtes, banquets et divertissements. La table de ce jeune homme, renommé dans tout le nord-ouest de l'Inde, était ouverte à tous, sans distinction de race ni de couleur. On y pouvait goûter les mets les plus rares, les vins les plus fins, y côtoyer les femmes les plus belles, y rencontrer les personnages les plus divers. Or donc, un soir, un étranger en partance pour l'île de Serendib y soupa par hasard. Au cours du repas, la conversation roula sur les voyages dont certains convives vantaient l'agrément, tandis que d'autres en peignaient les dangers. « Si l'on pouvait, conclut Malek avec bonne humeur, traverser la terre de bout en bout sans risquer de mauvaises rencontres, je le ferais sur l'heure. » Ces paroles suscitèrent l'hilarité générale, à l'exception de l'étranger qui déclara gravement : « Cela est possible, Seigneur, ne vous en déplaise. » Les rires redoublèrent, car cette affirmation avait tout l'air d'être une plaisanterie. L'étranger n'insista pas, mais, après le repas, prit son hôte à part. « Je voudrais vous montrer un objet de mon invention, » lui dit-il. Intrigué, Malek le suivit dans le bâtiment où il logeait. « Voyez ceci » poursuivit l'étranger en désignant un coffre de bois d'une facture assez ordinaire. « Ce sont vos bagages, je suppose, » répondit Malek. « Point du tout. Mon moyen de transport. » Et d'expliquer que ce coffre avait le pouvoir de voler, tout en précisant que ce n'était pas là l'effet d'une quelconque magie, mais d'un mécanisme dont il était l'auteur. Devant l'incrédulité de Malek, l'étranger lui proposa une démonstration. Ils transportèrent le coffre dans un champ voisin. Là, loin du regard des curieux, l'étranger y prit place, actionna un levier qui se trouvait à l'intérieur et s'éleva dans les airs. Je vous laisse à juger de la stupéfaction de Malek devant ce prodige. Ayant exécuté un périple dans le ciel nocturne, le coffre atterrit à ses pieds. « Me croyez-vous à présent ? » dit l'étranger. « Cette machine n'est-elle pas le moyen le plus sûr de voyager sans risque ?» Tout en acquiesçant, Malek émit le désir d'en faire l'essai, ce qui lui fut aussitôt accordé. On lui expliqua comment procéder pour diriger l'appareil, pourvu d'un bon nombre de grands ressorts et de rouages. Bientôt, il s'envola à son tour et en conçut un tel plaisir qu'une fois revenu au sol, il déclara : « Vendez-moi cette machine, étranger. Votre prix sera le mien. » La transaction fut rondement menée. Et, dès le lendemain, Malek, dont cet achat avait précipité la ruine, fit sans regret son bagage
pour s'en aller à l'aventure par la route du ciel. Au terme d'un vol de 2 jours et 3 nuits, durant lequel désert, montagnes et océan s'étaient succédés sous ses yeux, il aperçut une grande ville blanche où il décida de s'arrêter. Il se posa donc dans un bois voisin et, ayant dissimulé le coffre sous la végétation, poursuivit son chemin à pied. Comme il ignorait où il se trouvait, il s'enquit auprès du premier passant qu'il rencontra. « Comment se nomme cette ville, mon ami ?»« Ghazna. »« Et qui demeure dans ce palais, là-bas, que je vois briller sous le soleil ?»« La princesse Shirin, fille du roi Bahaman. Les oracles, ayant prédit qu'elle serait séduite par un homme de basse condition, son père a fait édifier ce monument de marbre, gardé nuit et jour par des soldats en armes, pour déjouer la prophétie. La princesse demeure tout en haut de la tour, dans un appartement dont son père seul possède la clé. Pour l'atteindre, cet homme tant redouté devrait posséder des ailes d'oiseau ou s'infiltrer sous les portes comme le vent. Nanti de ces précieux renseignements, Malek parvint bientôt aux portes de Ghazna. Il dîna dans une auberge et s'apprêtait à regagner son coffre pour poursuivre son voyage lorsqu'il remarqua un portrait de femme devant lequel brûlaient des cierges parfumés. Frappé par la beauté de son visage, il demanda à l'aubergiste : « Qui est cette personne ? Une déesse locale ? » ?»« Certes non, Seigneur. Elle est aussi humaine que vous et moi, puisqu'il s'agit de la princesse Shirin. » La nuit suivante, Malek ne put trouver le sommeil, car le souvenir de ses traits, parfaits entre tous, le hantait. Si le peintre n'a pas flatté son modèle, j'épouserai cette femme, décida-t-il. Et, afin de s'en assurer sur l'heure, il monta dans son coffre et le mit en marche. Gagner la tour par la voie aérienne fut pour lui un jeu d'enfant. Il se posa dans une corniche au nez et à la barbe des gardes, ces derniers ayant pour mission de surveiller les abords du palais et non les toits. Puis, à la faveur de l'obscurité, pénétra dans la chambre de la princesse par la fenêtre ouverte. Ce qu'il y vit l'éblouit. Sur un lit reposait une créature 1000 fois plus belle que le portrait qu'il avait tant ému. En pensée, il la compara à une rose endormie sur un lit de mousse, et, tombant à genoux, il s'empara de sa main, qu'il embrassa. Au mouvement qu'il fit, Shirin s'éveilla et fut fort effrayée de trouver un homme dans sa chambre. Elle voulut crier, mais, saisie d'une brusque inspiration, Malek la devança. « N'ayez crainte, madame, car je suis le prophète Mahomet. Le Très-Haut, vous prenant en pitié, m'a envoyé à votre secours. En devenant mon épouse, avant la personne promise par les oracles, vous déjouerez la malédiction. » « Mais, protesta Shirin, stupéfaite, Mahomet n'est-il pas un vénérable vieillard à barbe blanche ? Si fait, mais, ne voulant pas vous imposer la triste compagnie d'un barbu, j'ai préféré revêtir l'apparence d'un jeune homme.
Cela vous déplaît-il? Un mot de vous suffit pour que prenne fin la métamorphose. » Or, la princesse, en dépit de sa surprise, n'était pas insensible à l'agréable physique de son visiteur. « Gardez-vous-en bien !» s'écria-t-elle. « Et ne voyez, dans mes protestations, qu'un respectueux étonnement. » L'instant d'après, elle l'invitait à prendre place et appelait ses suivantes afin qu'elles apportassent boissons et confitures à l'auguste fiancé. Après une nuit pleine d'agréments en compagnie de Chirine, qui, quels que fussent ses charmes au premier regard, gagnait encore à être connu, Malek s'en alla, plus épris que jamais. Il dépensa le peu d'argent qui lui restait en achats divers, si bien que, la nuit suivante, il apparut à la princesse paré de somptueux atours, parfumé et couvert de bijoux. Elle l'attendait avec impatience, ayant fait préparer, pour le recevoir, un banquet digne d'un roi. Une semaine passa en délices de toutes sortes. Chaque nuit, les deux amants, ayant mangé parmi les chants et les danses des esclaves, donnaient libre cours à leur mutuel attachement. Dans ces instants divins, le rossignol se taisait pour écouter leurs soupirs, et seul l'éclat de la lune pouvait se comparer à celui de la princesse, transfigurée par le bonheur. Aux premières lueurs de l'aube, s'arrachant aux bras de sa bien-aimée, Malek s'éclipsait jusqu'au crépuscule suivant. Vint le jour où le roi, suivi de ses officiers, rendit visite à sa fille. Quelle ne fut pas sa surprise en la trouvant vêtue comme une jeune mariée. « Mais que signifie ceci ?» s'écria-t-il, saisi d'une brusque inquiétude. « Cela signifie, répond Chirine, que le prophète est votre gendre. » À ces mots, le roi s'effondra. « Honte sur moi !» gémit-il. « La malédiction s'est réalisée. Rien ne sert de lutter contre les oracles. » Mais la princesse fit tant et si bien qu'elle finit par le convaincre, avant de céder au désespoir de rencontrer l'élu de son cœur. « Vous constaterez par vous-même son essence divine, » assura-t-elle. « Puissiez-vous dire vrai, ma fille, » soupira Bahaman. « Car si c'est le cas, je ferai ériger une mosquée d'or pur pour remercier Allah de ses bienfaits. En revanche, si, comme je le suppose, il s'agit d'un imposteur, je le tuerai de ma propre main. » Il attendit le soir avec résignation. Or, par hasard, un orage couvait qui éclata au coucher du soleil, si bien que les ombres nocturnes s'accompagnèrent d'éclairs et de tonnerres. Le roi, troublé, crut voir dans le déchaînement des éléments un effet de la colère céleste. « Allah se venge-t-il de mon incrédulité ?» se demanda-t-il. Comme pour lui donner raison, la foudre s'abattit sur le palais à l'instant précis où Malek s'y posait. Ce fut donc dans le feu du ciel et le fracas de l'enfer
que parut le jeune homme. Bahaman, saisi de crainte et de respect, tomba à genoux devant lui. « Ô grand prophète !» s'écria-t-il. « Qu'ai-je fait pour mériter l'honneur d'être votre beau-père ?» Malek, que la présence du roi avait tout d'abord décontenancé, se réjouit de la situation. « Commandeur des croyants !» rétorqua-t-il en le relevant, « s'il est, dans tout l'Orient, un monarque digne de cet honneur, c'est bien vous, car votre piété n'a d'égal que l'étendue de vos vertus. À présent, embrassez votre gendre. » Le roi, éperdu de reconnaissance, s'empressa d'obéir. Cette nuit-là, la fête se prolongea fort tard. Et lorsque Bahaman se retira, laissant les fiancés en tête-à-tête, rien ni personne au monde n'eût pu le faire douter de sa bonne fortune. Cependant, dans son entourage, tous n'étaient pas dupes. Son grand vizir, entre autres, émit des réserves quant à la véracité de cette affaire. Il n'accordait pour sa part aucun crédit au soi-disant prophète et se mit en tête de le démasquer. Malheureusement pour lui, quelques heures plus tard, une chute de cheval le terrassait, ce qui passa aux yeux de tous pour une punition divine. Dès lors, plus personne ne songea à mettre en doute l'identité de Malek, et l'on se prépara, dans la liesse générale, à célébrer les noces de la princesse et du prophète. Des réjouissances d'un luxe inouï accompagnèrent la cérémonie. Et l'histoire eût pu se terminer ici, si le souverain d'un État voisin n'avait choisi précisément ce moment pour envoyer un ambassadeur à Ghazna demander la main de la princesse Chirine. Lorsque cet ambassadeur apprit, de la bouche même du roi, que sa fille venait d'épouser le prophète, il crut qu'on se moquait de lui. Et il ne fut pas le seul. En réponse à ce qu'il prenait pour un cuisant affront, le souverain éconduit leva aussitôt des troupes pour envahir Ghazna. Bahaman, qui était pacifique, avait une armée inférieure en nombre et moins bien entraînée que son voisin. Se sachant promis à une défaite certaine, il courut implorer l'aide de son gendre. « N'ayez crainte !» le réconforta celui-ci. « Le ciel sait reconnaître les siens. » La nuit suivante, laissant son épouse endormie, il s'en fut survoler les positions ennemies qui campaient à proximité de la ville. Les tentes des généraux étaient aisément reconnaissables aux drapeaux qui les surmontaient. Elles formaient un cercle autour de celles, toutes tissées d'or, où logeait le roi. Cette disposition servait les plans de Malek. Au sommet d'une montagne voisine, il emplit son coffre de cailloux, puis, profitant des ombres nocturnes, déversa son chargement sur le palais de toile. On imagine sans peine l'épouvante des assaillants, surpris en plein sommeil par une pluie de pierres. « Sauve qui peut! Sauve qui peut !» criait-il en courant dans tous les sens. « Nous avons défié Mahomet, et il va nous exterminer !» Leur terreur fut telle
qu'avant même d'avoir livré bataille, l'armée se replia en désordre, abandonnant sur place un butin considérable. Dès lors, victorieux sans avoir combattu, le peuple de Ghazna n'eut pas assez de voix pour célébrer son protecteur. Enivré par les milliers d'hommages qui montaient vers lui, Malek crut bon, par quelque nouveau miracle, d'asseoir son prestige déjà immense. Ayant ouï dire que, dans le royaume de Chine, on embrasait le ciel par un procédé appelé feu d'artifice, il s'y rendit en secret, après avoir informé son épouse que le Très-Haut le rappelait à lui pour quelques jours. Puis, ayant acquis les ingrédients nécessaires, il fit annoncer par toute la ville que la 13e nuit de la 13e lune, les astres du firmament viendraient le saluer. On se doute bien que cette nuit-là, la population entière eut les yeux levés vers la voûte céleste. Elle ne fut pas déçue. À minuit tapante, l'obscurité s'emplit d'une multitude d'étoiles de toutes les couleurs, qui n'étaient en fait que de la poix enflammée lancée par Malek du haut des nuages. La démonstration dura près d'1 heure, au terme de laquelle le soi-disant prophète, ayant, comme de coutume, dissimulé son coffre dans la corniche, regagna son palais auréolé de gloire. Jusqu'à l'aube, les rumeurs de la foule qui chantait ses louanges charmèrent ses oreilles. Lorsque soudain, ce ne fut qu'un cri. Tout d'abord, « Regardez !» Ce cri s'amplifia, devint semblable au grondement de la mer. Des mains se tendirent. « Regardez, regardez ! Une gerbe de flammes couronne le palais. Et c'est encore un miracle d'Allah. » Malek, surpris et voulant voir de quoi il retournait, s'empressa de descendre dans la rue. Et là, un frémissement d'horreur le parcourut, car ce que le peuple de Ghazna prenait pour un nouveau miracle n'était autre que le coffre achevant de se consumer. Une étincelle avait dû s'y glisser durant le feu d'artifice qui, se développant, l'avait réduit en cendres. Dès lors, Malek, privé de l'engin qui faisait sa fortune, s'enfuit comme un voleur. Sans doute court-il toujours. Quant à Chirine, après avoir longuement pleuré la perte de son époux, elle fit ériger un magnifique temple dans lequel, jusqu'à sa mort qui survint à un âge avancé, elle entretint la flamme de la sérénité en souvenir de lui.